Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, le train express régional est entièrement financé par l'État du Sénégal. Le chef de l'État s'étonne de la polémique. L'autoflagellation permanente freine le développement du continent, affirme le président Macky Sall. Le procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang renvoyé au 16 février. Procès renvoyé à la demande des avocats du leader de PASTEF. On vous explique tout dans ce 20h. L'actualité également, c'est l'imam Cheikh Tidiane Tall retrouvé mort à la zone de captage. Les circonstances de la terrible découverte macabre à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, le TER est une propriété privée du Sénégal, affirme le président Macky Sall. Cette polémique est surprenante selon le chef de l'État. Le voici avec nos équipes à Rufisque. Nous gagnerions à apprendre les uns des autres en échangeant davantage sur nos expériences respectives en matière de préparation et d'exécution, mais aussi d'exploitation des projets. C'est comme ce projet du TER qu'on vient de voir, dont je vois une polémique surprenante, un projet entièrement financé par l'État du Sénégal, en pleine propriété, qui a recruté Dans l'actualité également, la disparition mystérieuse de l'imam Cheikh Tidiane Tall. Il avait été perdu de vue depuis lundi dernier. L'imam a été retrouvé mort. Une terrible nouvelle pour ses proches. Le corps sans vie a été découvert à la zone de captage dans le bassin de rétention. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le procès pour diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang renvoyé au 16 février prochain. Le ministre du Tourisme et des Loisirs s'est présenté au tribunal Lat-Dior, contrairement au leader du parti PASTEF n'ayant pas reçu de convocation selon sa défense. Procès renvoyé donc à la demande de la défense, compte rendu d'audience à Bipfaï. Le procès est renvoyé jusqu'au 16 février suite à la demande des avocats d'Ousmane Sonko. La partie civile veut bien étudier le dossier afin d'avoir des arguments pour défendre son client. Le leader de PASTEF est visé par une plainte pour diffamation déposée par Mame Mbaye Niang, l'actuel ministre du Tourisme. Les propos datent du 22 novembre 2022. Lors d'un point de presse, le leader de PASTEF, les Patriotes, avait accusé le ministre d'avoir été épinglé par le rapport de l'inspection générale d'État pour des malversations présumées au programme des domaines agricoles communautaires lancé en 2014. Ce matin, le tribunal de Dakar, bien entouré par les forces de l'ordre et de sécurité, à l'intérieur du palais de justice, les avocats d'Ousmane Sonko devant la barre ont évoqué la non-réception d'une citation pour entendre leur client. Des arguments balayés d'un revers de main par le procureur qui confirme qu'Ousmane Sonko lui-même a donné l'autorisation à son gardien répondant au nom de Lamine Sonko, résidant dans son domicile à la cité Keur Gorgui, de recevoir et de signer la lettre le 13 janvier 2023. La lettre atteste sa convocation d'aujourd'hui, appuyée par les avocats de Mame Mbaye Niang qui rappellent au juge l'obligation de présence d'un présumé en matière pénale. Des arguments qui n'ont pas convaincu le président car il va ordonner le renvoi du procès pour permettre à la défense de rassembler les documents pour plaider l'affaire dans 2 semaines. Le maire de Ziguinchor a brillé par son absence devant le tribunal correctionnel de Dakar, mais il doit faire face à 2 autres chefs d'accusation, à savoir l'injure publique contre son protagoniste et usage de faux dans un document administratif. Ousmane Sonko ne possède aucun document qui m'incrimine, propos tenus par Mame Mbaye Niang. Le ministre invite l'opposant à respecter la justice. Voici Mame Mbaye Niang avec Habib Faye. Nous venons de sortir du tribunal et c'est moi qui avais dit que si Ousmane Sonko met sur la table un rapport de n'importe quel genre qui m'incrimine, que je ne rentrerai pas de chez moi. J'irai par moi-même en prison. Je reconnaîtrai que j'ai trahi le Sénégal et le président de la République.
Je l'avais dit de ne pas demander le renvoi du procès. Malheureusement, il l'a fait. Cela prouve qu'il ne respecte pas la justice du pays. Il prouve aussi qu'il ne peut pas diriger ce pays. Celui qui veut accéder au trône doit pouvoir respecter toutes les institutions de la nation. Donc, il a l'obligation de les respecter. Il ne devait pas dire qu'il n'a pas reçu la citation. Et la sécurité a été beaucoup renforcée au palais Lat-Dior et alentour. Des barrières anti-intrusion sont installées en renforcement de la sécurité qui interroge. Eh bien, le lien est trouvé. Le lien avec les procès Ousmane Sonko est évident selon des observateurs interrogés. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Pape Sangouni Mbaye. Toutes ces personnes qui ont l'habitude de fréquenter le palais de justice ont sûrement remarqué ces changements. Au-delà du portail central qui a été réfectionné, la sécurité du mur de protection a été renforcée par une barrière haute tension anti-intrusion. Beaucoup de questions autour de cette rénovation. Omar Ndiaye n'est pas surpris et il a ses raisons. Tout le monde sait que sur le plan politique, l'on prépare le procès d'Ousmane Sonko et Adji Sarr. Il y aura également d'autres procès comme celui d'aujourd'hui, Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Donc peut-être que des dispositions sont prises pour éventuellement, en tout cas, parer à des gens. Voilà, c'est ça. Il n'est pas le seul à se poser des questions. On ne sait pas encore les raisons. Je pense que j'ai entendu une fois à la radio, ils ont parlé de peut-être que c'est dû au procès et l'envergure qu'on voit autour vraiment de ces procès qui se passent ici au tribunal de Dakar. Je pense que pour dire que est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, ça je le saurais le dire. La question qu'il faut se poser, c'est le pourquoi ils ont fait ça. Parce que s'il s'agit d'un procès entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang ou Ousmane Sonko et Adji Sarr, je pense que ce n'est pas la peine aussi de mettre des barbelés électriques. Abdoulaye Mal est d'avis que les responsables du temple de Thémis doivent communiquer sur les motivations de ces changements. On espère que aussi ils vont faire une communication pour ces gens-là qui ne sont pas au courant. Parce que vous savez que la personne peut être autour du tribunal et peut-être que par méconnaissance toucher vraiment ces barbelés-là et ça peut avoir des conséquences vraiment. Voilà. Le danger qui guette la population, c'est qu'il peut tuer des centaines de personnes sans pour autant que la population s'en rende compte. Maintenant, la solution qu'il faut faire, c'était pas de faire ça, mais donc peut-être eux, ils vont sortir, ils vont donner des explications. Puisqu'il y a un important dispositif sécuritaire qui a été mis en place, bon, peut-être qu'il aurait dû renforcer cela. Voilà, se limiter simplement à ce dispositif-là. Ces changements sont différemment appréciés et pour beaucoup, le palais de justice veut parer à toute éventualité avec les procès en jeu qui se préparent et qui concerne le leader du PASTEF. Merci Alassane. Mise en accusation de 10 ministres sur les fonds force Covid, des députés de Yewwi Askan Wi ont décidé de déposer une résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice, mais une démarche vouée à l'échec selon l'ancien parlementaire, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Doudou Wade. Explication, Fatima Touré. 10 ministres de la République au banc des accusés sur la gestion des fonds force Covid-19. 29 députés de Yewwi Askan Wi ont décidé de déposer une proposition de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Une démarche vouée à l'échec au regard des textes selon l'ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Pour Doudou Wade, faudrait l'approbation des 3/5 des membres de l'hémicycle pour que cette démarche puisse prospérer. Cette proposition de résolution de mise en accusation ne peut passer. Elle ne peut pas passer, parce que pour cela, il faut nécessairement une majorité de 3/5 des membres de l'Assemblée nationale, déjà. Mais même dans la procédure, aujourd'hui, on a déposé la résolution. La Cour de justice n'a pas été encore installée dans sa partie parlementaire. L'inexistence d'une Cour de justice depuis l'installation le 12 septembre de la 14e législature est illégale, selon toujours l'honorable député. Il affirme que l'Assemblée nationale, pour le moment, marche à reculons. Que le président de l'Assemblée aurait dû le faire, avait une obligation de le faire, 30 jours
après la première réunion de l'Assemblée nationale, c'était le 12 septembre, le 12 octobre déjà. Cette cour aurait dû être installée. C'est-à-dire que s'il arrivait aujourd'hui de graves problèmes pour lesquels on devait aller vers la haute cour de justice, et aujourd'hui elle est là, la situation elle est là, on n'a pas une cour de justice installée. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois, l'Assemblée nationale est dans l'illégalité. Parce que l'Assemblée nationale n'a pas eu du buzz. Il revient sur la composition de cette haute cour de justice dans un contexte où, au niveau de l'hémicycle, les forces sont presque à égalité. Cette haute cour de justice, écoute, comme c'est 8 membres, mais écoute, on va reprendre les mêmes calculs qui ont été effectués lors de la désignation des 8 vice-présidents. On aura 4 membres de Benno Bokk Yakaar, 3 de Yewwi et 1 de Wallu. Et les non-inscrits ne seront pas à l'appel. Doudou Wade pense qu'aujourd'hui, les populations ont plus besoin d'une union autour de l'essentiel à l'Assemblée nationale, plutôt que des parlementaires qui se regardent en chien de faïence. Tout autre chose, éducation. Des acteurs de l'éducation militent en faveur de la réadaptation du programme scolaire. Les curricula doivent être adaptés aux réalités sénégalaises, selon eux. Plaidoyer qui fait suite à la manifestation récente des élèves pour la réduction du programme scolaire. C'est un reportage de Moussa Mané. Doit-on revoir le programme au niveau des établissements scolaires? Des élèves étaient sortis manifester contre la surcharge des programmes à Kolda. Selon le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, il appartient aux experts de faire des propositions. Le portage d'une question aussi importante par rapport à l'école sénégalaise est du ressort des syndicats et évidemment également du ressort quand même des acteurs et des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation. Mais comme vous le savez, les élèves peuvent d'une certaine part être légitimes, mais quant à la démarche n'est pas régulière. Adapter les programmes à l'ère du temps serait une solution. Les élèves c'est la génération tactile, c'est la génération des réseaux sociaux. Donc si on enseigne comme on le faisait quand nos grands-pères étaient à l'école, c'est sûr que les élèves d'aujourd'hui seraient ennuyés ou ne seraient pas intéressés. Dans la loi d'orientation de 1991, donc du 22 février 1991, mais parle des valeurs intrinsèques et propres au Sénégal. Mais donc, si vous appliquez cela à ce qui se fait actuellement, vous verrez qu'il y a un hiatus. Et c'est à ce titre-là que nous avons toujours demandé une réadaptation des programmes, donc une révision des programmes pour qu'ils puissent être conformes à nos besoins réels en éducation et en formation. Une réadaptation des programmes aux valeurs culturelles, revenir sur nos valeurs permettra de mieux faire face à ces genres de situations. N'oublions pas que l'éducation, c'est la connaissance. Donc tout ce que nous faisons à l'école, c'est pour permettre d'avoir un citoyen modèle. Et ce citoyen modèle doit avoir une connaissance. Donc c'est pourquoi il y a ces programmes-là que l'on donne aux élèves qui, dans leur cursus, certainement pourront les réutiliser. Il faut que les programmes soient conformes à notre histoire, à notre culture, à notre vécu quotidien, mais aussi à nos us et coutumes et à nos valeurs propres. Et aussi, c'est pourquoi nous pensons que les programmes, que ce soit histoire, que ce soit géographie, en tout cas, auront besoin d'être beaucoup plus réadaptés par rapport à tout ce dont j'ai parlé. En raison des perturbations, certaines écoles ont déjà repoussé la date des compositions. Les élèves handicapés oubliés du système, les encadreurs demandent à la tutelle de mieux s'occuper des élèves handicapés. Ils ont exprimé ces doléances lors d'une rencontre avec l'autorité à Thiès, compte rendu Cheikh Anta Diop Seylatir. Des encadreurs et professeurs de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès ont réuni tous les enfants handicapés visuels pour les fêter. Une manière de dire que ces enfants non-voyants méritent le même traitement que subissent tous les autres enfants. Quand on parle des enfants démunis et des enfants porteurs d'handicap, un sentiment de pitié parce que l'enfant est là, n'a pas de soutien, mais un sentiment de respect parce que ce que peut devenir l'enfant demain. Donc ces enfants peuvent devenir des directeurs, des maires, des députés et même des présidents de la République. Donc on leur doit du respect. Donc l'État doit accompagner ces enfants. Ces enfants pensent qu'on les a oubliés.
parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les élèves ont profité de l'occasion pour énumérer quelques difficultés dans leurs conditions d'études liées à un sérieux manque de matériel didactique. On voudrait un appui matériel parce qu'un élève non-voyant, un élève tout court, pour qu'il réussisse dans son éducation, il lui faut des matériels. Mais surtout un élève non-voyant, vraiment on en a trop besoin. Il nous faut des œuvres au programme pour être au même pied d'égalité que nos camarades. Présidente entrepreneuriat féminin pour l'émergence, And Nawlé, partenaire de l'établissement, promet de les accompagner. C'est qu'aujourd'hui, notre association Effet And Nawlé souhaiterait, en partenariat avec l'INEFJA, apporter à ces enfants qui sont également nos enfants. Les élèves de l'INEFJA étaient tous joyeux et la fête était belle. Journée internationale des zones humides célébrée aujourd'hui à Saint-Louis. Le parc national de la langue de Barbarie a abrité cette cérémonie. Pour les acteurs de l'environnement, ces zones sont très menacées à cause des changements climatiques. Voici le lieutenant-colonel Hassan Doy avec notre équipe à Saint-Louis. Le 2 février. Le 2 février, donc, qui marque un peu la signature de la Convention internationale sur les zones humides. C'est important de célébrer aujourd'hui parce que tout simplement, les zones humides sont menacées. Il y a une pression très forte sur les zones humides. La pression liée à l'agriculture, il y a la pression qui est liée au changement climatique, mais il y a également la pression donc, liée en tout cas à ces services, à une surexploitation des services fournis par les zones humides. Donc aujourd'hui, par rapport à toute cette menace, je pense que nous avons tous, en tout cas nous sommes d'accord tous, de restaurer les zones humides pour restaurer ces fonctions. Mais toutes ces fonctions-là sont menacées aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui on dit qu'il est temps de restaurer les zones humides. Inauguration de la mosquée Thierno El Hadj Mohamed Seydou Ba de Bop, une mosquée dont la première pierre a été posée en 1980 en présence de plusieurs chefs religieux, Mame Abdou Aziz Sy Dabakh et de Thierno Mohamed Baro de Mbour en 1982 à nos jours. La mosquée était en chantier. Un retard dans l'achèvement des travaux liés à certains principes édictés par le premier calife de Médina Gounass. Retour sur l'historique de ces travaux de cette mosquée avec Aminata Mbarisso. Une grande mosquée au centre du quartier Bop, un lieu de culte plein d'histoire. Les gens se sont retrouvés ici pendant plus de 10 ans. Hein, ils priaient, ils faisaient les 5 prières sans édifice. Hein, et ça montre exactement que le marabout qui était là, lui, son islam, l'islam qu'il prônait, était un musulman orthodoxe. L'historique de cette grande mosquée du nom de Thierno Mohamed Seydou Ba remonte aux années 1960. En 1962, le marabout, c'est comme s'il savait que tout cela allait se passer. À un certain moment, il a dit à la communauté en présence de beaucoup de monde, il a dit aux gens, prenez, c'est pour vous. En pulaar, on dirait, prenez, c'est pour vous. Hein? Il l'a dit 3 fois, prenez, c'est pour vous, prenez, c'est pour vous, prenez, c'est pour vous, parce que effectivement, il savait que tout cela allait se passer. 1960, l'acquisition du titre foncier. 1982, année de pose de la première pierre. Il y avait à cette époque le calife des Tidjanes, Abdou Aziz Sy Dabakh, qui était présent, et son fils Maodo. Et celui-ci a participé pour 1 million. Il a demandé aux autres de donner également leur participation. C'est vraiment que là, ça a commencé. Le chantier pour la construction de la grande mosquée engagée, plus de 40 années de travaux, un retard dans l'achèvement des travaux dû à certains principes édictés par le premier calife de Médina Gounass, feu Thierno Mohamed Seydou Ba. Il savait que tout cela allait se passer. Et c'est ainsi qu'en 1973, on a pu obtenir le titre foncier.
Hein. Et après, il y a eu des travaux qui ont été lents. Et il avait dit également que ce n'est qu'avec de l'argent licite qu'on peut construire cette mosquée. Hein. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça justement qu'il y a eu ce retard? Aujourd'hui, en 2023, le joyau est fin prêt. Une belle architecture au cœur de la capitale sénégalaise. Une représentation de la cité religieuse de Médina Gounass en plein centre de la capitale sénégalaise. Parlons élevage avec le salon Saladam, salon de l'élevage. Les moutons Ladoum très appréciés en Italie. Témoignage d'une Italienne qui s'active dans le secteur avec son mari. Le couple qui possède une bergerie expose au CICES à l'occasion de la 14e édition du Saladam. Reportage Ibrahim Khan. Dans ce box, Ibou et Khadija caressent affectueusement leurs moutons. Un couple mixte qui a mis sur pied la bergerie Khadija. J'étais déjà dans l'élevage de moutons, mais quand je suis revenu avec la ferveur autour des Ladoum, j'en ai parlé à ma femme qui m'a soutenu. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé en 2020 dans l'élevage de ces moutons. Avec notre bergerie, nous travaillons beaucoup sur la qualité des sujets. Là, nous avons 2 box. Nous avons amené un mâle, un jeune mâle, mais aussi des femelles qui sont nos propres produits. Des jeunes mâles, des femelles, et des produits pour L'élevage des moutons Ladoum, une passion que le couple partage. Des moutons bien appréciés en Italie, nous dit-on. C'est une race de moutons qui est particulière de l'Afrique, du Sénégal, du Centrafrique. Par exemple, en Italie, on a des moutons, mais ils sont complètement différents de ça, pour la production de la viande ou des tissus comme ça. Quand je parle avec mes amis en Italie et je les montre les sujets comme ça, ils sont très intéressés. Aussi, ils sont intéressés à savoir si cette façon des moutons-là peut rentrer aussi en Italie, peut avoir un marché aussi en Italie, commencer de l'élevage aussi là-bas. Dans cette 14e édition du Saladam, la volaille est également bien représentée. Dans ce stand, les pigeons campent le décor, des pigeons qui peuvent coûter jusqu'à 1 million de francs CFA. Si c'est les mondains, par exemple, varie entre 200 000, mais aussi également jusqu'à 1 500 000. Tout dépend aussi également de la forme du pigeon, mais aussi également du gène, de la couleur. Actuellement, donc la couleur qui est en vogue chez les pigeons de race lourde, comme mondain et king, c'est la couleur opale. La couleur opale et la couleur andalou, bien sûr. Le Saladam est également une occasion pour faire de bonnes affaires. Amdi s'active dans la vente d'accessoires de moutons. Son chiffre d'affaires journalier témoigne de la lucrativité de son activité. Les affaires marchent très bien. Par jour, je peux gagner jusqu'à 200 000. 200 000 et 300 000. Le Saladam va se poursuivre jusqu'au 5 février. Une bonne vitrine pour les éleveurs, mais également pour les vétérinaires qui rivalisent de par leurs produits. Merci beaucoup Ibou Khan, un amoureux des bêtes. Et on retrouve un autre hibou amoureux des lettres, cette fois pour la rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse ce soir à l'ouvrage de Ndiaga Ndiaye intitulé « Combat pour l'émergence de notre terroir ». Un livre de plus de 200 pages qui a permis à l'auteur de lister tout le potentiel économique de la commune de Mboro. Note de lecture, Ibou Diouf. Dans ma quête d'une identité africaine. Un ouvrage pour parler de Mboro comme centre d'activité, carrefour d'où partent les récoltes et ressources halieutiques de la région des Niayes. L'auteur insiste aussi sur l'économie de la région qui est aussi liée à l'extraction et à la transformation des phosphates. Nous sommes dans un terroir qui est particulièrement très riche avec d'énormes potentialités sur le plan agricole. Tout le monde sait que Mboro est le grenier légumier du Sénégal, c'est la capitale de la zone des Niayes, mais également le fait qu'il y a également le secteur extractif qui est très développé, notamment les ICS et la GCO, les plus grandes entreprises qui sont dans la zone et une dizaine de carrières, mais également d'autres entreprises qui sont tout autour. Ce livre est tel une autobiographie car Ndiaga Ndiaye jette un regard à travers le rétroviseur comme ce citoyen sénégalais soucieux de la problématique et des enjeux de la gouvernance de sa commune.
Mboro. Ensuite également, j'ai juste attaqué les préoccupations sur lesquelles tout le monde me voyait. À Mboro, par exemple, avec la plateforme SOS Mboro, j'ai dû évoquer ce passage, cette expérience-là qui était très utile pour moi. Bon, ce titre parce que je pense qu'on a toujours assimilé les actions que nous avons menées à Mboro et environ comme étant une série de combats. Donc j'ai juste pensé que faire apparaître cet aspect-là dans mon livre serait très juste. L'auteur, dans son ouvrage Combat pour l'émergence de son terroir, il réaffirme son engagement politico-citoyen, partage aussi sa vision pour un développement durable à Mboro. Et l'idée de faire ce livre-là m'est venue, comme je l'ai dit dans le livre, c'est en 2019. Quand le président Ousmane Sonko a fait son livre, je me suis dit, attends, lui il est candidat, il fait un livre pour aller aux élections, pourquoi pas moi? Déjà je suis candidat, donc je dois certainement faire comme lui et présenter un livre au Mborois. Et c'est ce qui m'a effectivement inspiré quand même pour faire ce livre. Ndiaga Ndiaye a beaucoup insisté sur la problématique du secteur agricole, de l'incohérence territoriale, du dénuement infrastructurel et de la gouvernance du secteur minier local. Pour rappel, l'auteur est professeur d'anglais qui est aussi inspiré par l'activisme et par l'idéologie panafricaine. Merci Ibou. Et puis dans l'actualité sportive, foot féminin à 2 semaines des barrages du Mondial 2023 et la confrontation Sénégal-Haïti entre le 17 et le 23 février prochain. Le sélectionneur des Lions, Mame Moussa Cissé, a publié une liste de 23 joueuses. Il ne manque pas de magnifier la culture de la gagne qui règne au sein de la sélection. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. Il ne se situe pas simplement au niveau des résultats, des buts marqués, des buts encaissés. Il se trouve au niveau du contenu. Et sur ces matchs-là, pour la plupart des matchs, nous les avons maîtrisés. On n'a pas été en danger parce qu'on a travaillé sur des choses. C'est vrai qu'il y a 1 an et demi, j'avais peur de travailler avec les filles sur certains aspects parce que tactiquement, c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, les filles commencent à travailler sur ce qu'on appelle une intensité de récupération. Ça veut dire qu'on ne permet pas à un adversaire, dès que nous perdons le ballon, de faire 3 passes. Les gens disent que c'est un entraîneur qui est défensif, mais aujourd'hui dans le football moderne, pour attaquer, il faut d'abord avoir le ballon. Et pour avoir le ballon, il faut bien défendre. Et aujourd'hui, c'est une de nos forces, nous allons travailler là-dessus. Nous avons des joueuses très athlétiques, physiquement prêtes, très agressives. Le problème maintenant, c'est d'élever notre niveau, quel que puisse être l'adversaire devant nous, pour pouvoir jouer comme nous le souhaitons et pour mettre en mal l'adversaire. Nous sommes préparés à ça et je pense que les filles vont le faire durant ce tournoi. Réhabilitation du stade de Ngor. Le ministre des Sports a livré le tout nouveau stade après plus de 7 ans de travaux. Travaux estimés à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Le nouveau président du club de Ngor, Birandour, se dit satisfait. Voyons tout cela avec Mamadou Ndiaye. Après 7 ans de fermeture, le stade de Ngor vient de finir sa mue. La pelouse synthétique a été entièrement refaite. Le ministre des Sports a effectué une visite pour la réception du stade de Ngor. Je pense que nous avons un terrain aujourd'hui fonctionnel qui peut être mis en service. Et c'est l'occasion pour moi aussi de saluer l'attitude républicaine et respectueuse des acteurs. Donc je félicite notre ami Birando, qui aujourd'hui également s'est engagé à accompagner l'équipe de Ngor. Donc en tant que citoyen de Ngor, c'est l'occasion pour nous également de lancer un appel à des mécènes comme lui de venir accompagner la jeunesse, accompagner le football, accompagner toutes les autres disciplines. Avec un coût global d'1,2 milliard francs CFA, le tout nouveau président de l'Olympique de Ngor se dit satisfait. Vraiment aujourd'hui, nous sommes très très contents et surtout très fiers que enfin ce bijou puisse être restitué aux populations de Ngor. Je pense que c'était ça l'objectif. En rien de temps, on a réussi en tout cas tous ensemble à pouvoir mettre en service le terrain de l'Olympique de Ngor. Donc vraiment merci au président de la République de par sa vision éclairée qui a compris que en fait aujourd'hui il faut compter sur la jeunesse. Le tout nouveau stade sera officiellement inauguré dans les jours à venir. Des animations sportives y seront proposées, selon le maire. Aujourd'hui, on est très fiers de recevoir ce stade-là pour eux, de recevoir ce stade-là pour tous les sportifs du Sénégal d'ailleurs, parce que c'est un stade de Ngor, mais c'est un stade pour tout le Sénégal. Il est de notre responsabilité maintenant d'y veiller,
de tout faire pour le pérenniser et également de le développer pour pouvoir avoir d'autres infrastructures comme ça. Relégué en National 1 à l'issue de la saison 2017-2018, l'Olympique de Ngor est en quête de son lustre d'Adam. Désormais, le club fagnon du village de Ngor peut recevoir dans son tout nouveau stade. Championnat d'Afrique des Nations, les Lions affrontent l'Algérie samedi. Les Lions qui doivent profiter des transitions offensives à fond face à l'Algérie. Une équipe qui laisse beaucoup d'espace derrière. C'est l'analyse du coach Cherguei, interrogé par Chertidiane Diao. Avec ce football pluriel élaboré par Pape Diop, à savoir aborder chaque match en fonction de l'adversaire, je pense que c'est la marque des grands entraîneurs. Et jusqu'ici, Pape Diop l'a réussi. Vous avez vu contre Madagascar, on a réussi à jouer au-delà de la défense adverse parce que l'adversaire laisse des espaces. L'Algérie aussi laisse des espaces derrière que le Sénégal peut en profiter. L'Algérie est une équipe qui joue et qui aime aussi les espaces. Donc, pour pouvoir très bien compétir dans cette finale, il va falloir améliorer des choses. La gestion de la profondeur de notre défense et l'efficacité devant. Si le Sénégal arrive à faire de telle sorte qu'on ne laisse pas trop d'espace sur notre dernière ligne défensive et on arrive à concrétiser les occasions, je pense que ça sera une finale 50-50 pour le Sénégal, aura son mot à dire. Puis des adolescents de 13 et 14 ans formés dans 3 disciplines en sport-études durant 4 ans. Nouveau programme double carrière de la Convegès, programme qui sera lancé en septembre prochain. Cher Sadibou Diarra. Permettre à l'Afrique de briller aux Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, c'est l'objectif du programme Double Carrière Sport-Études de 4 ans lancé par la Convegès pour préparer près d'une centaine de jeunes athlètes de 13-14 ans dans 3 disciplines, l'athlétisme, la lutte et le judo. Je suis certaine que ce projet-là va vraiment nous apporter les résultats que nous attendons. Je rêve de voir un finaliste issu de ce projet pendant les compétitions en 2026. En faisant les statistiques des résultats sportifs des États et gouvernements membres tant de l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, on s'est bien rendu compte qu'en sport individuel, les sports dans lesquels nos États et gouvernements membres excellent à l'international, ce sont la lutte, le judo et l'athlétisme. Le Sénégal, déjà dans cette optique, voit d'un bon œil le projet. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, ce n'est pas seulement du sport, c'est sport, éducation et culture. Et c'est ça qui explique que nous avons signé depuis plus de 6 mois une convention avec le ministère de l'Éducation nationale, ce que nous ferons aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que nous pensons que nous devons en fait fondamentalement penser donc à l'après-carrière de nos athlètes. Donc pour nous, sport-études vont ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut citer en fait le cas du judo, qui a en fait donc une académie carrément basée au lycée Lamine Gueye. Prendre des jeunes de 12 à 13 ans dès à présent et commencer à travailler avec eux dans le cadre donc de sport-études ne peut en fait que nous satisfaire. Donc pour nous, c'est un projet que nous encourageons. Ils sont 13 pays membres de la Convegès qui sont concernés par ce projet expérimental de la double carrière sport-études qui démarre au mois de septembre prochain. Beaucoup d'espoirs vont être fondés sur les trentaines de filles et garçons par discipline à l'issue de leurs 4 années de formation. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité dans Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.